Merci Madame la Présidente. Bonjour à tout le monde. Je vais changer totalement de milieu, parce que nous sommes très loin avec Madame Lavoisier, malgré son illustre époux, et avec Madame Picardet, que personne ne connaît. Nous sommes très loin de ce que nous venons d'entendre pour l'instant, parce que la science au XVIIIe siècle n'a pas grand-chose à voir avec la science actuelle. Je ne parle pas du contenu scientifique, mais de l'organisation de la science, de la façon de faire de la science. Et donc, après Alice Boule-Stott et Rosalind Franklin, qui sont dans des genres très différents, on l'a déjà vu, des femmes de science de façon incontestable, je vais vous présenter des femmes qui pourraient être des femmes de science, avec S ou sans S, parce que la science n'est pas... Enfin, c'est une expression anachronique pour le XVIIIe siècle. On ne parle pas de la science, on parle de science au pluriel à cette époque-là. Donc, ni l'une ni l'autre ne sont universitaires, ni n'ont eu de doctorat honoris causa. Donc nous sommes bien loin, là aussi. Ni l'une ni l'autre n'a fait de découverte fondamentale extraordinaire. Donc on est très loin de la structure de l'ADN, bien sûr. Et le temps écoulé est 0 minute, 0 seconde. C'est intéressant, je ne sais pas. Comme je n'ai pas de... Bon, d'accord, je ne m'inquiète pas. Enfin, vous voyez, il y a la montre, oui. L'horloge ici, mais pas le chronomètre. Donc, bon, ni l'une ni l'autre n'a découvert un objet. On a travaillé sur un objet aussi complexe que les polytopes, même si Madame Picardet, on le verra, connaît les polyèdres, en revanche, parce qu'elle a travaillé sur la minéralogie aussi et sur la cristallographie. Donc, j'ai voulu associer Madame Picardet à Madame Lavoisier parce que je voulais justement sortir de cette grande figure que serait Madame Lavoisier. Pour le savoir, il faudra attendre les travaux de Francesca Antonelli qui est dans la salle et qui prépare une thèse sur Madame Lavoisier. Et je pense que ce sera une thèse bienvenue pour connaître la réalité, parce que pour l'instant, nous sommes tributaires de choses trouvées quelquefois sur Internet, justement de façon quelquefois un petit peu légère, et puis de toute une histoire qu'il va falloir essayer, in fine, de vous raconter pour parvenir à répondre à la question qui est ici. Je profite pour dire que j'étais à Philadelphie il y a quelque temps et on me posait la question, quelqu'un de très sérieux, qui enseigne l'histoire de la chimie, qui n'est pas historien des sciences, qui était chimiste, mais tout le monde peut faire de l'histoire des sciences, si ce n'est que sa question, ou plutôt il m'a posé deux questions. La première était, est-ce que finalement ce n'est pas Madame Lavoisier qui aurait fait tout le travail, comme Rosalind Franklin peut-être, et que Lavoisier se serait contenté de le mettre en avant, ce qui est peut-être un petit peu léger. La deuxième question, c'est est-ce que Benjamin Franklin n'aurait pas soufflé à Lavoisier toutes les idées que Lavoisier a expérimentées plus tard. J'ai été obligé de répondre qu'en tant qu'historien, je ne pourrais répondre à cette question que si j'avais des sources. Évidemment, les sources, en l'occurrence, n'existent pas d'une discussion entre Franklin qui ferait le programme de recherche de Lavoisier, pour utiliser un terme actuel. Donc, je voudrais commencer peut-être par parler des femmes et de la chimie, les femmes et des sciences, mais plutôt de la chimie, au XVIIIe siècle. Vous avez ici un ouvrage écrit par une femme, demoiselle M.M. Marie Murdrack,
à la fin du XVIIe. Là, c'est une réédition du XVIIIe, mais en fait, il y a... non, d'ailleurs, non. Si, pardon, je vois mal, mais en tout cas, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne le statut de la femme par rapport à la recherche, ou plutôt par rapport à l'exposé de sa recherche. Si j'avais des raisons de le mettre en lumière, le traité que j'ai préparé, La chimie charitable et facile en faveur des dames, j'en avais pour le tenir caché. Je m'objectais à moi-même que ce n'était pas la profession d'une femme d'enseigner, qu'elle se doit demeurer dans le silence, écouter et apprendre, sans témoigner qu'elle sait, qu'il est au-dessus d'elle de donner un ouvrage au public, etc., puisque les hommes méprisent et blâment toujours les productions qui partent de l'esprit d'une femme. Alors, cette citation a été souvent reprise, mais elle a été également reprise par des femmes, comme Madame d'Arconville, par exemple, qui l'ont exprimée autrement au XVIIIe siècle. Et la deuxième est peut-être plus intéressante. Je ne crois pas qu'on puisse douter combien la chimie est dangereuse dans un État, dit un professeur au Collège de France, en ouverture de son cours de chimie. Elle se doit enseigner à huis clos, aux docteurs seulement, l'entrée interdite à femmes, prêtres, gens curieux de poison et de fausses monnaies. Donc là, on comprend effectivement que ça peut être dangereux pour l'État. J'ai déjà prononcé le nom de Madame d'Arconville, qui aurait pu faire l'objet aussi d'une femme de science, mais je la présente ici rapidement, jeune à gauche et plus âgée à droite, parce que c'est pour montrer comment une femme a successivement cultivaillé la botanique. L'expression est d'elle-même, donc je me permets de l'utiliser, mais cultivailler la botanique en faisant construire des serres chaudes, etc. Puis travailler en anatomie, en publiant l'ostéologie de Monroe, puis la chimie, en publiant les leçons de chimie, la traduction des leçons de chimie de Peter Shaw, et enfin fait un programme d'une dizaine d'années sur une matière, un objet totalement incompréhensible pour tout le monde au XVIIIe, qui est la putréfaction. Et elle a fait ce travail, qui est un vrai travail de recherche avec des protocoles. Son livre montre le protocole d'une femme qui travaille en laboratoire, mais qui, par ailleurs, écrit ou traduit des romans, du théâtre, de la poésie, et écrit surtout des ouvrages de morale. Et comme un de ses ouvrages, enfin plusieurs de ses ouvrages ont été traduits sous le nom de Diderot en Allemagne, parce qu'on a cru que c'était Diderot, parce qu'elle publie de façon anonyme. Ça pose le problème de l'anonymat sur lequel on va revenir, mais qui n'est pas un problème uniquement de femmes au XVIIIe siècle. L'autre problème, c'est la raison pour laquelle je le montre ici, comment est-il arrivé qu'aucun des nombreux collaborateurs d'un des plus grands dictionnaires de biographie du XIXe siècle ne se soit procuré quelques détails sur la vie d'une personne aussi recommandable, dit le bibliographe Barbier, en 1820, 15 ans après la mort de Madame d'Arconville. Alors, depuis le XVIIe siècle et Marie Murdrack, les choses ont bien changé. L'enseignement ne se fait plus en latin, maintenant, dans la deuxième moitié du XVIIIe, mais souvent en français. Et vous avez ici une citation sur la science mystérieuse des von Helmont, des Becher et des Raymond Lull, qui, au commencement de ce siècle, était encore assez obscure, même pour les philosophes, enseignée par M. Buquet, collaborateur de Lavoisier, devient intelligible pour plusieurs femmes aimables qui consacraient au plaisir de l'entendre des instants dérobés à l'enjouement et à la frivolité, qui, bien sûr, c'est bien connu, sont l'apanage des femmes. Je parle de Buquet parce que Lavoisier, grand chimiste s'il en est, n'a pas enseigné la chimie à sa femme, mais il a envoyé étudier la chimie auprès de Buquet avant qu'elle devienne sa collaboratrice, comme on va le revoir. Autre chose, la chimie en France devient un vrai phénomène social
à la fin du XVIIIe siècle, ce qui n'est pas totalement le cas en Angleterre. Vous avez ici cette citation, où en Angleterre, l'éducation des femmes fait qu'elle ne donne point, celle-ci ne donne point ici, en Angleterre, le ton pour les sciences comme pour les modes. Sous-entendu, alors qu'en France, les femmes donnent le ton pour les sciences. Alors, donnent-elles vraiment le ton pour les sciences? C'est une autre question. On va le revoir. Ah oui, vous avez ici donc l'abandon du latin au profit du français, la vogue des sciences expérimentales et l'institution de cours publics surtout, sur lesquels on va revenir, parce que ces cours publics sont ouverts aux hommes et aux femmes, et la France, depuis la fin du XVIIe siècle, a des cours au Jardin du Roi en particulier, mais au Collège de France aussi, qui sont ouverts, etc. Je passe à un de ces cours à Dijon, cours de Guiton de Morveau, lors de l'ouverture. Il dit: il nous reste un vœu à former pour l'intérêt de la science, c'est de voir tomber en cette province comme dans la capitale la barrière qu'un préjugé barbare opposait aux femmes. Je renvoie au Collège de France tout à l'heure, qui, sentant le prix des connaissances, désiraient les acquérir. Cette belle partie du genre humain dont les goûts deviennent la règle des mœurs de l'autre. Enfin, pas à l'opposé de ce qui se passe en Angleterre, mais l'objet de Guiton de Morveau, en faisant ses cours, c'est que les femmes puissent parler la langue de la science, et ensuite que les hommes seraient obligés de faire de la science pour pouvoir parler aux femmes, comme au Moyen-Âge, les femmes ont rendu les hommes preux et courtois chevaliers. Maintenant, les femmes doivent rendre les hommes physiciens laborieux, c'est-à-dire travailleurs, et ardents. Les esprits n'ont point de sexe, et si ceux des femmes étaient cultivés comme ceux des hommes, et que l'on employait autant de temps et de dépenses à les instruire, ils pourraient les égaler. Voilà ce que dit encore Marie Murdrac à la fin du XVIIe siècle. Et Lalande lui répond, 120 ans plus tard: je crois qu'il ne manque aux femmes que les occasions de s'instruire et de prendre de l'émulation. On en voit assez qui se distinguent, malgré les obstacles de l'éducation et du préjugé, pour croire qu'elles ont autant d'esprit que la plupart des hommes qui acquièrent de la célébrité dans les sciences. Et paf pour les hommes. Alors, je reviens à mes femmes. Vous avez vu une toile tout à l'heure. Normalement, j'avais une diapo qui l'a représentée à nouveau, où toile manifestement inspirée par celle du couple Lavoisier par David, mais une mauvaise copie du XIXe siècle, en fait, la fin du XIXe siècle, avec Madame Lavoisier, qui est assez caricaturée maintenant à gauche, Monsieur Lavoisier, qu'on ne voit plus maintenant, mais surtout avec un groupe. Et ce qui m'intéresse ici, c'est, on peut se demander d'ailleurs pourquoi peindre ceci, mais c'est que là nous avons une deuxième femme, je suppose donc que c'est Madame Picardet, qui travaille dans un groupe sur lequel on peut reconnaître Berthollet, Fourcroy et Guiton de Morveau, donc d'autres chimistes qui travaillaient dans le laboratoire de Lavoisier. Et vous avez lu, pendant que je parlais, le témoignage du visiteur, l'agronome anglais Arthur Young, qui a vu Madame Lavoisier, qui plus tard, un an et demi plus tard, a vu Madame Picardet. Et dans les deux cas, ce sont des femmes qui ont de la conversation, mais une conversation non pas futile et frivole, une conversation sur des sujets en fait instructifs, et en particulier des sujets de chimie. Et vous voyez tout de suite que l'une a traduit Kirwan de l'anglais, et l'autre a traduit Schell de l'allemand et Kirwan de l'anglais, et il en oublie bien d'autres puisqu'elle a traduit du suédois, de l'italien, etc., comme on va le revoir. Alors très brièvement, Madame Lavoisier, bon, je vous laisse lire, simplement vous avez ici deux ouvrages qui sont consacrés à Madame Lavoisier, qui sont des biographies récentes. Avant 2005, et la biographie de Jean-Pierre Poirier, Madame Lavoisier n'avait pas fait l'objet d'une biographie, véritablement,
et l'autre c'est Keiko Kawashima qui écrit sur Émilie du Châtelet et Madame Lavoisier, Science et genre au XVIIIe siècle, et on retrouve Madame du Châtelet qui évidemment est la savante type du XVIIIe siècle tel qu'on y pense. Alors voici 2 dessins de Madame Lavoisier du CNAM, parce qu'après avoir eu une éducation dans un couvent où elle a appris le calcul, c'est tout pour les sciences, mais c'est assez normal, elle avait moins de 13 ans, et un peu de dessin. Son éducation va être faite par son mari, parce qu'à moins de 14 ans, elle épouse Lavoisier, qui en a 28, et Lavoisier va faire son éducation véritablement, c'est-à-dire lui faire apprendre des langues, l'anglais et l'italien en particulier, comme ça il pourra traduire, elle pourra traduire pour lui, et le dessin avec David, justement aussi, ce sont des dessins annotés par David qui sont au Conservatoire des Arts et Métiers. Madame Lavoisier a fait un portrait de Franklin, comme ceci, et Franklin fréquente la maison. Madame Lavoisier, plus tard, fera surtout les gravures du traité élémentaire de chimie de Lavoisier, qui est le grand œuvre de Lavoisier. D'autres dessins sur lesquels, vous voyez, elle se met dans le laboratoire de son époux, laboratoire dans lequel il y a beaucoup de monde, parce que c'est un travail d'équipe, là aussi, c'est caractéristique de Lavoisier. Elle se met au travail, elle prend la plume pour tenir les registres de laboratoire. Alors, on peut vérifier à l'Académie des sciences, dans les archives, il y a effectivement l'écriture de Madame Lavoisier dans les registres de la carnet de laboratoire, mais il y a aussi celle de Lavoisier et celle de beaucoup d'autres collaborateurs. Là aussi, l'aspect pluriel est intéressant. Il y a aussi des petits carnets de voyage tenus par Madame Lavoisier, où elle note le baromètre, elle fait des relevés barométriques, thermométriques, etc. Elle écrit au crayon, elle repasse à l'encre, elle écrit en haut à droite dans les cahots du véhicule, donc l'écriture est assez difficile. Elle prend des petits croquis, des dessins au crayon de ce qu'elle voit, et elle accompagne son mari, non pas partout, mais dans ses grands voyages, ou dans des voyages plus proches, qui sont des voyages à caractère scientifique, comme là à Essonne, la poudrerie d'Essonne, où son mari suit avec Berthollet des expériences sur ce qu'on appellerait maintenant le chlorate de potasse, qui est évidemment très dangereux, et qu'on espérait, que Lavoisier, en tant que régisseur des poudres, espérait pouvoir remplacer le salpêtre. Et en fait, il y a eu une explosion mortelle. Madame Lavoisier était là, mais si une demoiselle que vous voyez en bas à gauche a été tuée, Madame Lavoisier a échappé, ainsi que Berthollet. Je passe maintenant à Madame Picardet, rapidement. Là aussi, on est dans alors, on est en province, pardon, c'est à Dijon. Ce n'est pas la très très haute bourgeoisie, grande bourgeoisie financière de Lavoisier, fermier général, milliardaire, si on peut dire. C'est celle d'un milieu plus modeste, mais un mari qui est conseiller auprès du Parlement pour les affaires de juridiction des eaux et forêts, et qui est en même temps directeur du jardin de botanique de Dijon. Pas encore, parce que le jardin n'a pas été créé quand elle se marie, mais qui va l'être, mais dans un milieu philogine, puisque l'abbé Picardet, le beau-frère de Madame Picardet, a écrit, malheureusement nous n'avons pas le texte, nous n'avons que le titre, un essai littéraire qui fait voir que les femmes sont aussi propres que les hommes à l'étude des sciences et à la culture des arts. Nous sommes en août 62. Madame Picardet traduit ensuite, fait des observations barométriques sur un baromètre donné par Lavoisier à l'Académie de Dijon, et elle va traduire pendant très longtemps dans Dijon, autour de l'Académie de Dijon, qu'un journal, que le journal de Paris appelle la rivale de la capitale, parce que l'activité scientifique de cette période est très importante. L'Académie
publie des mémoires. Alors, ce ne sont pas les mémoires de l'Académie de Paris, elle a plusieurs difficultés pour les publier, mais acquiert un jardin botanique, un observatoire, un laboratoire, des cours publics et une ouverture internationale avec les voyages d'un académicien qui va suivre les cours de Bergman en Suède et qui fait grand tour d'Europe, et surtout un bureau de traduction qui traduit en particulier pour le journal de physique, qui est le journal de l'époque. Enfin, le premier journal scientifique avec beaucoup de guillemets. Et lorsqu'il publie son premier article en 1774, la pathogénie de Hill, traduite de Hill en anglais, le petit message, la frivolité, on y revient, perd peu à peu son empire. C'est à l'étude de la physique et de l'histoire naturelle qu'on est redevable de cette révolution. L'exemple de Madame Depay prouve que le beau sexe sait, quand il le veut, se livrer à des occupations aussi utiles qu'intéressantes. Non, enfin, aussi utiles et intéressantes. La traduction que nous offrons à nos lecteurs présente une femme éclairée, un esprit juste, une plume aussi concise qu'élégante. Alors, l'élégance, ça va un petit peu peut-être avec la frivolité, ou tout au moins les grâces des femmes, mais on parle aussi d'élégance dans le style pour les hommes d'ailleurs. Alors, tableau compliqué, juste pour montrer que dans ce bureau de traduction organisé par Guiton de Morveau à Dijon, le plus grand nombre de pages a été traduit par Madame Picardet, c'est 122 plus 19 d'ailleurs, mais là, le bureau de traduction existe lui-même dans les années 80. Elle avait déjà anticipé, elle est la première du groupe à publier, et elle publie en même temps un livre, en 85, un livre de Schell, des articles dans le Journal des Savants, à plusieurs reprises, dans le journal La Nouvelle République des Lettres et des Arts, puis plus tard dans les Annales de Chimie, et un livre de Werner. Donc, elle traduit de l'anglais, de l'italien, du suédois, et en particulier Schell, et elle traduit également, non pas du danois, mais du suédois aussi, de Boog, qui, lui, est un astronome. Je me suis longtemps demandé pourquoi traduire un texte d'astronomie, alors qu'elle était chimiste, si je peux dire, avec des guillemets, mais qu'elle travaillait sur la chimie et la minéralogie, qui allaient de pair à cette époque-là. En fait, c'est un cadeau qu'elle fait à Lalande, parce que Lalande a dévoilé son nom dans le Journal des Savants, dans un compte-rendu très élogieux qu'il a fait. Ah oui, elle traduit de l'allemand aussi, etc. Et du coup, dans le journal de physique, on a dans l'index des auteurs, on a cette chose étonnante, Picardet, Madame, alors que autrefois elle signait Madame P de Dijon. Picardet, Madame, nous lui devons un grand nombre de traductions. Donc là, on ne renvoie pas à des pages, mais on la cite quand même parmi les auteurs. Un traducteur est effectivement un auteur. Une traduction est un vrai travail intellectuel, n'est pas simplement la transposition d'une langue dans un autre, ni même d'un milieu vers un autre. Il y a un travail complémentaire très important. Donc, un travail d'équipe, en fait, l'édition des mémoires de chimie de Schell, elle a fait 80% du travail, même un peu plus, mais c'est aussi un travail d'équipe puisqu'il y a deux autres amateurs du bureau de traduction de chimie qui ont traduit quelques textes, des notes de Guiton de Morveau. Elle ajoute une gravure avec un audiomètre de Schell qui a été reconstruit à l'Académie de Dijon, etc. Et son ouvrage devient un recueil de références qui a été traduit et copié à l'étranger. Au point que Vicq d'Azir, lorsque Schell meurt, 2 minutes de oui, manifeste l'importance de cette traduction et cet acte de dévouement et de courage qu'on suppose dans le traducteur. Vous voyez que c'est toujours, le terme est toujours au masculin au XVIIIe siècle, même quand on parle d'une femme, et là il a donné son nom, donc on sait très bien que c'est une femme. Parmi les modèles, Madame Lavoisier, du coup, qui n'avait pas osé jusque-là, va reprendre aussi, alors un petit problème ici,
va reprendre un texte de Kirwan qui est laissé sur le phlogistique, une défense du phlogistique, l'ancienne théorie que Lavoisier est en train de remettre, enfin de mettre à bas. Et elle a fait la traduction. En fait, on ne le voit pas ici, mais elle a fait l'essentiel de la traduction. Donc je vais aller un peu plus vite. Voici, non pas la traduction de celui-ci, mais d'un deuxième texte de Kirwan qu'elle a traduit. Vous voyez deux écritures. La grosse écriture est celle de Madame Lavoisier. La petite écriture fine dans les marges et entre les lignes est celle de Monsieur Lavoisier. Et vous voyez en bas à droite, de la main de Lavoisier, note du traducteur. Ce qui fait que dans cet ouvrage anonyme, officiellement traduit de l'anglais simplement, Lavoisier attribue la note au traducteur, qui est en fait sa femme, et tout le monde le sait dans les milieux scientifiques, le sait évidemment. C'est donc une paternité ou une maternité, je ne sais pas, qu'il accorde. Et vous voyez ici une autre note, en bas de note du traducteur. Donc, dans ce couple, Lavoisier met en avant Madame, enfin, son épouse aussi. Bon, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, enfin d'aller beaucoup plus loin. Simplement, les seuls échanges directs entre ces deux femmes sont une lettre, enfin plusieurs lettres sans doute, mais nous n'avons conservé qu'une lettre de Madame Picardet, et vous voyez qu'elle signe Picardet, même pas Madame, elle signe Picardet simplement, et un carnet de voyage de Madame Lavoisier, qui est allée avec son époux à Dijon et qui est allée chez Madame Picardet faire des observations barométriques, etc. Ensuite, elle traduit un autre ouvrage qui est le traité des caractères extérieurs des fossiles d'Abraham Gottlob Werner de Freiberg, dans lequel elle apporte des corrections envoyées par l'auteur, ce qui fait que son ouvrage, en fait, est une nouvelle édition, en quelque sorte, de l'auteur. Et d'ailleurs, l'ouvrage sera réédité, la traduction de Madame Picardet sera rééditée en Saxe, sur le territoire de l'auteur. Bon, juste une petite chose, elle crée des néologismes, et là il y a eu un petit vol, alors qu'il n'a rien à voir avec la structure de l'ADN, mais elle a inventé des termes, et en particulier le terme pointement et bisellement, de la cristallographie, que toutes les sources, le trésor de la langue française, etc., accordent au dictionnaire d'histoire naturelle de Patrin en 1803, en fait, ont été publiés dès 1790, ont été inventés par une femme, donc Madame Picardet, en 90. Alors, la révolution chimique, un travail individuel ou un travail de couple, là vous avez une planche dessinée et gravée par Madame Lavoisier, mais avec des annotations manuscrites de Lavoisier lui-même, à Cornell Université, ou un travail collectif avec la collaboration de femmes de science qu'on va retrouver dans ces trois autres ouvrages, ces trois ouvrages emblématiques de la révolution chimique. Et bon, ben oui, je vais être obligé de m'arrêter là, donc sans faire de conclusion, si ce n'est que je voulais insister quand même sur l'importance du milieu conjugal, du milieu local plus largement, l'importance d'un milieu collégial là aussi, enfin, d'un travail collégial dès cette époque-là, l'importance non pas dans des grandes découvertes, mais pour la diffusion de la science. Et ça a des répercussions. Les traductions, par exemple, permettent d'avoir des journaux scientifiques mensuels, alors que la production française ne permettait pas de l'avoir. Par le biais des traductions, on peut produire davantage. Alors pourquoi ont-elles disparu? Eh bien, les dictionnaires du XIXe siècle se répètent. Madame Lavoisier est inconnue des dictionnaires. Alors évidemment, toute notice sur Monsieur Lavoisier cite à la fin l'existence de sa femme, mais elle n'a pas de notice. Madame Picardet en a complètement farfelu. Les Gender Studies, à la fin du XXe siècle, ont essayé de relancer ça. Pas toujours de façon très délicate, quelquefois parce qu'ils ont utilisé... le militantisme est une bonne chose, mais la méthodologie scientifique
en est une autre aussi. Et donc, maintenant, nous attendons des travaux dignes de travaux d'histoire. Et je vous remercie.